Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à nos programmes. Selon le rapport d'exploitation du budget du Bénin à fin 2023, les recettes douanières brutes du Bénin ont atteint plus de 628 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 80 milliards, une hausse estimée à environ à 14,8% par rapport aux recettes de l'année 2022. Un état de fait, une augmentation, une hausse, une croissance en dépit de la fermeture des frontières avec le Niger comptant pour une part importante, par exemple, des transactions douanières, eu égard à l'usage du port autonome de Cotonou pour tous les produits d'importation allant vers ce pays. Nous allons voir de près ce qui pourrait ressembler à un paradoxe tant on annonçait la Bérésina pour les comptes publics du Bénin. Nous allons faire le débat avec Sofoni Jed Kaboulé depuis Paris, économiste et directeur général du think tank L'Afrique des idées. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir au plateau, bonsoir téléspectateurs, et je suis ravi de participer ce soir à l'émission. Voilà, nous de même. Julio Tometti, juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. Bonsoir. Bonsoir d'abord à Chef Kouboulé de l'autre côté, et bonsoir François Xavier, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, Mohamed Liamidi devrait nous rejoindre d'un moment à un autre si tout va bien. Voilà. Sofoni Jed Kaboulé, je me dois de commencer par vous parce que, non pas pour je ne dirais pas pour rendre hommage, parce que sur ce même plateau, quand la situation était survenue, vous avez quelque peu minimisé l'impact que pourrait avoir cette fermeture des frontières avec l'impact que pourrait avoir cette fermeture des frontières sur la collecte de nos ressources publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plutôt tendance à dire que les faits vous donnent raison? Alors, les faits sont têtus. Les faits sont têtus et je ne tire aucune espèce de vérité dans cette affaire. Effectivement, dans la presse, on a lu que les régies financières du Bénin ont mobilisé d'importantes ressources financières en 2023. Et enfin, c'est ce qu'indique le RAPEX, le rapport d'exécution de la loi des finances 2023. On y lit que les recettes brutes collectées par la Direction générale des douanes à fin décembre 2023 s'établissent à des sommes près de 630 milliards, n'est-ce pas? Et que ça ferait une progression de 14,8%. Bon. Et ceci dans un contexte particulier. Et vous l'avez rappelé, le Niger a vu ses frontières avec le Bénin être fermées. Et malgré, comment dire, cette fermeture des frontières avec le Niger, l'administration douanière a fait une très belle performance. Et ça s'explique par plusieurs raisons. Quand vous lisez le rapport d'exécution de la loi des finances 2023, il est indiqué que il y a eu la mise en consommation des produits qui étaient destinés au Niger. Il y a eu des changements d'itinéraire de camions, etc., etc. Évidemment, en plus de cela, le rapport indique que, donc ça c'est la réaction face à la situation, le rapport indique que, au fond, il y a aussi les réformes structurelles du port qui contribuent aussi à, comment dire, enfin, du port et de l'administration douanière en général, qui contribuent aussi à expliquer cette performance, c'est-à-dire la mise en œuvre des mesures pour sécuriser le transit, le renforcement de la lutte contre la fraude sous toutes ses formes, etc., etc. Donc, il y a eu quand même, voilà, des réformes qui ont permis d'expliquer, qui ont permis d'avoir cette performance. Et étant sur votre plateau, vous le rappelez tout à l'heure, en août dernier, je me sentais tellement seul.
Je me sentais seul sur le plateau à l'époque, parce que effectivement, et pas que chez vous, hein, j'avais vu des reportages sur des grands médias internationaux où des grands sachants anticipaient une catastrophe pour la recette douanière du Bénin, etc. Que le Niger représenterait un poids tellement important que cela mettrait à genoux, n'est-ce pas, des performances en termes de recettes douanières. Moi, je m'inscrivais en faux par rapport à cette ambiance de catastrophisme. Pour une raison simple, c'est que je me basais sur la réalité des échanges et surtout, je refutais l'hypothèse implicite de la passivité des autorités douanières du Bénin. Parce que ceux qui disaient que la fermeture des frontières avec le Niger allait être une catastrophe, en fait, ils n'avaient pas totalement tort, au sens où c'était logique. Mais enfin, ce raisonnement, c'est ce que j'appelle un raisonnement de type toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que le raisonnement qui conduisait à cette conclusion, c'était un raisonnement qui faisait l'hypothèse que toutes les choses allaient rester pareilles. C'est-à-dire, typiquement, que les autorités douanières n'allaient pas se retrousser les manches pour trouver des solutions, que, par exemple, des produits qui étaient destinés au Niger ne pouvaient pas être mis en consommation au Bénin, etc., etc. Donc, en fait, l'hypothèse implicite de tous ces gens-là, c'était au fond la passivité des autorités douanières du Bénin. Eh bien, ça n'est pas vrai. Rétrospectivement, j'ai envie de dire que j'avais raison et que et je n'en tire aucune espèce de vanité, bien évidemment. Mais enfin, les résultats sont là. Et donc, la performance de la Direction générale des douanes est à saluer. À saluer, voilà. Julio Tometi, votre sentiment après la publication de ces chiffres? Vous savez, le Bénin n'était pas sa première expérience par rapport à cette situation, quand bien même on peut reprocher que peut-être la politique diplomatique n'a pas pu véritablement atteindre les objectifs escomptés, mais le Bénin ayant traversé ça par le passé, ça n'a pas été difficile de trouver en fait des palliatifs, parce que je suis de ceux qui considèrent que un État, un pays ne peut être en mesure de mettre un autre complètement à genoux. L'hypothèse-là est possible seulement si le pays en question, ne s'offre pas des moyens pour pallier aux difficultés qui s'offrent à elle. C'est ce que nous avions, c'est en cela que le mot là est devenu un mot très populaire au Bénin, la question de résilience. Donc, en fait, en face des situations les plus difficiles, les plus compliquées, tout bon gouvernant doit chercher en fait des voies, des moyens pour quand même juguler la situation de crise, en attendant de trouver en fait des mesures ou bien des solutions plus structurelles. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Nous étions déjà dans un environnement où, en fait, le milieu de douaniers était les plus assainis avec la numérisation sur bien d'aspects. Et donc, quand la situation s'était produite, on a donc, puisque, en fait, c'était quoi? Les images, vous vous rappelez des images qu'on nous montrait, en fait, de ces camions sur près d'1 kilomètre alignés. On dit que les produits, avaient commencé par s'avarier et tout, et que, véritablement, autant bien pour le Niger que pour le Bénin, ce soit l'hécatombe. Mais, en fait, avec les autorités béninoises, avec les opérateurs économiques nigériens, il ne faut pas l'oublier, d'accord, qui avaient en fait leurs marchandises, on a pu trouver en fait ces moyens palliatifs, comme le disait Jeff Kourouli tout à l'heure, issu du rapport APES, que, en fait, les produits ont été mis en consommation au Bénin. On a dû réorienter en fait un certain nombre de camions
On a dû, comme nous parlons en fait de réformes structurelles, en fait la politique douanière d'une certaine façon, il y a l'assainissement du milieu douanier, il y a par exemple que le contrôle des entrepôts, c'est-à-dire les contrôles douaniers ne se situent pas seulement au niveau comment dire, des circuits douaniers, mais jusqu'aux entrepôts. Le milieu, c'est-à-dire l'assainissement du milieu des commissionnaires agréés en douane, parce que vous savez, la douane était en fait comment dire, très poreux d'une certaine façon. En fait, chacun il tirait en fait la dividende comme il voulait et que la douane même se retrouvait pratiquement, excusez-moi, peut-être sans peu de choses. C'est pourquoi vous aurez constaté depuis 4-5 années, les performances de la douane ont comment dire, ont pris de l'ampleur. C'est pourquoi d'autres observateurs vous diront, quand vous lisez le rapport, vous vous rendez compte que oui, il y a eu une augmentation de 14%, mais c'est l'une des plus faibles augmentations que nous avons eues depuis 3 ou 4 ans, c'est-à-dire depuis 3 ans, après en fait l'effet COVID. Sinon, les augmentations en termes de recettes douanières, c'est pour la plupart au-delà de 20%. Donc, c'est la plus faible que nous avons obtenue. Ce qui veut dire, bon, on ne peut pas dire que, est-ce que nous avons fait de bons chiffres, je dirais oui, en tenant compte du concept, bien évidemment. Et donc, ce qu'il y a lieu de retenir simplement, c'est que, non, je vais revenir sur cet aspect-là. Quand je parlais tout à l'heure de politique diplomatique, je disais, ça veut dire que si la situation n'était pas, si on a pu trouver peut-être une solution des plus rapides, ça veut dire qu'en considérant en fait les taux que nous avions obtenus ces dernières années depuis 2021 d'une certaine façon, ça veut dire que nous aurions peut-être espéré dans 3-4 ans jusqu'à l'orée 2026 doubler, même s'il le faut, en fait notre capacité en fait de recouvrement des recettes douanières. Donc pour moi c'est le vœu. Seulement que vous savez, peut-être en revenant à la question de recettes douanières, il y a en fait des effets ou des conséquences économiques où il faut juguler cela avec comment dire, l'activité économique elle-même, parce que en fait, comme peut-être Jacques Ogoudé ne veut pas me contredire sur cet aspect-là. Vous savez, les politiques douanières ne sont pas sans effet ou sans conséquences lorsque ce n'est pas bien pensé sur l'activité économique elle-même et sur en fait les consommateurs. Je veux parler par exemple en fait de l'effet inflationniste sur un certain nombre de produits. Ce n'est pas à écarter. Donc, lorsqu'on pense augmentation des recettes, pensons aussi à en fait aux justes mesures qui permettent de pallier autant en fait les politiques douanières que en fait de réguler les politiques inflationnistes qui peuvent être peut-être à un moment donné désastreuses, comme la Banque mondiale a signalé d'abord sur les produits de première nécessité il y a quelques jours. Voilà, Sofoni Jet-Kobouré, en parlant de réforme, est-ce que simplement on n'a pas trouvé un moyen de compenser par d'autres ponctions, on va dire d'autres ponctions fiscales, parce que le thème de réforme peut recouvrir beaucoup de choses. Là, on parle d'amélioration des performances, le renforcement des mesures de recouvrement sur les restes à recouvrer, l'appurement des déclarations d'admission temporaire. Peut-être qu'on a simplement été un peu plus exigeant sur les potentialités de ressources qu'on peut collecter. Et donc, est-ce qu'on ne redoute pas l'effet induit sur justement le coût, par exemple, des produits importés, parce il a fallu veiller aussi à l'application de la valeur transactionnelle des produits. Oui. Oui. Alors, je voudrais revenir quand même sur un point très important évoqué tout à l'heure, qui était que, effectivement, la croissance, le niveau de croissance des recettes douanières de cette année, de l'année dernière, a été le plus faible enregistré, on va dire, depuis la COVID-19. C'est vrai, parce que je crois qu'on était sur un rythme de croissance de 20% et qu'on a fait 14% l'année dernière. Mais enfin, il faut quand même dire que le taux de recouvrement, c'est-à-dire que ce qu'on a eu comme recette réellement, rapporté à ce qu'on s'attendait à avoir, c'est de 104,2%. Donc, il ne faut pas
sous-estimer la performance que représente ce niveau de recettes, encore une fois, nonobstant la conjoncture, c'est-à-dire notamment la fermeture des frontières avec le Niger. Donc, il faut le souligner. Effectivement, il faut avoir le souci du consommateur. Et ça, je suis totalement d'accord avec M. Tometi, au sens où, moi, j'ai toujours pensé que la douane, c'est, comment dire, des barrières à l'échange. C'est toujours la même chose. Hein. En plus, c'est un impôt, enfin, c'est une taxe inefficace. En gros, je n'ai jamais vu une machine payer des droits de douane. C'est toujours des hommes. Et donc, enfin, des hommes grand âge, des hommes et des femmes. Et c'est toujours en dernière analyse de consommateur. Donc, effectivement, le consommateur, le producteur, lui, il va répercuter les droits de douane sur son produit. Et en dernière analyse, c'est le consommateur qui est amputé de son pouvoir d'achat. Et vous connaissez les conséquences funestes liées à l'amputation du pouvoir d'achat du consommateur. Parce que le but de l'économie, encore une fois, c'est le consommateur. C'est en dernière analyse, en fait, c'est dans le consommateur que se résolvent les phénomènes économiques. Tous les phénomènes économiques tendent à satisfaire, au fond, les besoins du genre humain. En fait, c'est ça. Et donc, moi, je suis pour qu'on abatte les barrières à l'échange, parce que quand on empêche les marchandises de rentrer librement, ce sont souvent les hommes armés qui traversent les frontières. On sait que vous êtes pour des droits des taux de douane à 0%, ouverture des frontières. Mais c'est pas moi. Écoutez, oui, non, on va pas faire ce débat. On va pas faire ce débat. On va pas faire ce débat. Je vais continuer. Je vais continuer. Oui, non, c'est important. C'est important. Restons là-dessus. Oui, ce n'est pas une opinion. Si vous voulez, mais c'est quoi le but de la ZLECA, par exemple? La ZLECA, oui. La ZLECA, c'est ça. Déjà, c'est parti sur une harmonisation fiscale. C'est parti sur des droits de douane. C'est surtout abattre 95% des lignes tarifaires. Oui. Donc, le but de la ZLECA, c'est de détruire les barrières d'échange sur le continent. Oui. Et moi, je pense que plus on liquidera les barrières d'échange, plus le consommateur gagnera en pouvoir d'achat et pouvoir consommer. Et en fait, l'État le récupère ailleurs, la TVA, etc., notamment. Donc, en réalité, quand on abat les frontières, on dope la consommation. Et qui dit dopage de la consommation dit dopage aussi des recettes liées à la TVA. Voilà. En restant sur la série de réformes mises en exergue sur au niveau de la douane, est-ce qu'on peut se rassurer de ce que l'inflation ces mesures n'ont pas eu un réel impact sur l'inflation? Il y a une légère inflation sur les produits de grande consommation au Bénin, mais bon, pour le coup, on est très loin des niveaux de la sous-région. Donc, même s'il y a eu des ponctions sur le cordon douanier ou en tout cas une plus grande exigence dans la collecte de ces ressources, on peut dire quand même que le consommateur a été dans une moindre mesure épargné. Oui, je dis un grand oui même. Alors, je n'ai pas vu de travaux économétriques sur le sujet. Si il y aurait eu des transmissions du canal une transmission des taxes de douane dans les prix, dans l'indice de prix à la consommation. Je n'ai pas vu de travaux là-dessus, mais intuitivement, là,
je crois que tout ça est très, très modeste et que l'effet est quasiment négligeable. L'inflation, en réalité, est due à bien d'autres choses que les taxes douanières, quoi. Il faut, de toute façon, la Banque mondiale a publié un papier il y a 2 semaines, maintenant, ou 3 semaines, à regarder l'inflation sur une très longue durée, c'est les 80 dernières années, et à regarder en fait les grands déterminants de l'inflation dans le monde et même par zone géographique. En réalité, le premier point qui vient, c'est la politique monétaire. Vous connaissez la fameuse phrase de Milton Friedman. L'inflation est partout et toujours un phénomène monétaire. Donc, de ce point de vue, ceux qui pensent que Milton Friedman avait tort, eh c'est faux. Il avait bien raison. Et le deuxième point qui dope l'inflation, c'est l'énergie. Vous connaissez ma phrase préférée. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, si l'énergie coûte cher, ça se voit très, très rapidement dans l'indice de prix à la consommation. Donc, c'est ces variables-là qu'il faut surveiller que plutôt la hausse des recettes douanières ou que sais-je. Julio Tometi, on peut dire que cette même crainte a été dissipée puisque au moment de la fermeture de ces frontières, les Béninois s'inquiétaient de ce que le manque à gagner serait répercuté sur, en tout cas, redirigé vers la poche des consommateurs via quelques tasses au cordon douanier ou en tout cas en inventant d'autres impôts. J'ai même entendu des Béninois dire, ou je ne sais pas si il faut même dire espérer d'une certaine façon, que le Bénin risquerait d'être en cessation de paiement comme si le Bénin dépendait entièrement ou à tout point de vue en fait du Niger. C'est pourquoi il m'avait plu de rappeler en fait ce passage-là que nous avions déjà connu avec le Nigeria. Avec le Nigeria. Donc, comme je disais tantôt, les politiques publiques tendent, en fait, lorsqu'elles sont bien articulées, à pouvoir juguler les crises conjoncturelles qui se posent. Et donc, nous avons élu des gens, des hommes et des femmes pour ça, bien évidemment. Ce qu'il y a à noter, c'est, comment dire, le consommateur, d'une certaine façon, on ne peut pas aujourd'hui, comme le disait Jeff Kouboudé, de faire tout de suite le lien entre le niveau. Et j'ai même l'impression, en fait, que sur certains prix, aujourd'hui, il y a une sorte de produits manufacturés notamment, il y a une sorte de stabilisation depuis un bon moment. Si on veut être honnête, en fait, en tant que consommateur béninois, on doit pouvoir le reconnaître. Si ça ne s'abaisse pas, c'est qu'il y a tout au moins, en fait, une certaine stabilité. Donc, les autorités travaillent d'une certaine façon à, maintenir les agrégats à un niveau qui ne nous fait pas déjanter d'une certaine façon. Donc, c'est vrai que ce que la Banque mondiale a annoncé la dernière fois, ça peut être dû à plusieurs phénomènes. Nous l'avons dit ici, il y a, une semaine environ. Il y a les phénomènes environnementaux. Par exemple, il ne faut pas oublier aussi la question énergétique. Ça reste en fait un défi en fait. Donc, d'une manière ou d'une autre, je pense que nous y allons. Et donc, comme je disais, moi, ma plus belle espérance, c'est que cette situation, qu'on le veuille ou non, trouve très rapidement une solution. Parce que, en fait, il y a à considérer, en fait, généralement, c'est ce qu'on dit très peu. Lorsque de ces genres de phénomènes arrivent, on a l'impression que c'est seulement le Bénin qui en souffre, non. De l'autre côté, c'est parce que ceux qui ont l'habitude de traverser les frontières vous diront aussi, en fait, qu'ils en souffrent. Et même le Niger, tous aujourd'hui, notamment les commerçants, ont véritablement envie, besoin, en fait, que les frontières s'ouvrent. Le Bénin a déjà fait le pas, donc le reste ne reste que de l'autre côté. Quand vous écoutez, en fait, les transporteurs, ils vous diront toutes les difficultés qu'ils ont du côté du Burkina, en fait, avec les questions d'insécurité ou autres. Donc, en fait, l'espérance, en fait, de voir la situation se résoudre est de plus en plus accrue. Je pense que nous, en ce qui nous concerne, nous avons commencé par ranger cela au passé, quand bien même les autorités politico-administratives y travaillent toujours. Mais le Béninois, comme vous savez, nous ne restons pas
si attachés au phénomène, nous sommes en train de passer le pont, bien entendu en espérant que les relations économiques et fraternelles entre le Niger se rétablissent au plus tôt. Voilà, Siboni Jet Kaboulé, pour finir sur ce sujet, en comptant, en espérant sur une reprise à court et à moyen terme des échanges avec le Niger, les estimations tournent autour de 702 milliards de francs CFA au titre des recettes douanières. Est-ce que vous pensez que même si on met ce potentiel de gain de côté, que nous avons une sorte de résilience à toute épreuve? En fait, j'ai compris votre stratégie, c'est que je me mouille et pour que à la fin de l'année prochaine, vous ressortez cette partie de la conversation pour dire c'est pas calculé. Monsieur Koboulé avait dit ceci, eh ben, on a eu le contraire. Non, je rigole. Plus sérieusement, je crois que l'objectif des 702 milliards au titre de recettes douanières pour 2024 est atteignable. Si les échanges reprennent. Oui, si les échanges reprennent. Oui. Et même, je pense, même dans le cas contraire. Je pense que il y a de l'espace pour faire ça, parce que, je dirais même qu'on n'a pas été assez ambitieux. Vous savez, l'Office togolais des recettes prévoit donc à lancer le défi de franchir la barre des 1000 milliards de francs CFA pour 2024. Alors, cette année, ils ont récupéré 990 milliards de francs CFA, l'Office togolais des recettes. Donc, alors, effectivement, ils ont un port qui est plus performant que le nôtre. Et d'ailleurs, je ne me résous pas à l'idée que nous ne ferons pas mieux que, n'est-ce pas, dans les très, très prochaines années. C'est ça aussi l'émulation. L'émulation, voir ce que fait les pays voisins, essayer de faire mieux. Donc, le Togo a lancé un défi à son administration, franchir la barre des 1000 milliards. Nous, on s'est donné comme repère à l'horizon 702 milliards. Allez, quand vous voulez que je me mouille, je pense que oui. Nous avons des technocrates dans le service des douanes qui sont très compétents, très dévoués à la tâche et qui sauront, n'est-ce pas, rationaliser le fonctionnement du système douanier dans son ensemble pour atteindre cet objectif. Je suis optimiste au sens où je fais confiance à l'élite de mon pays. Voilà. Même question, Julio Tometti, pour finir sur ce sujet. Je rebondis sur les derniers éléments de Cody pour dire qu'il faut continuer à faire confiance à l'élite de notre pays parce que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons véritablement l'impression d'être gouvernés, nous avons l'impression d'être gérés et que ces problématiques ne sont pas prises à la légère. Les objectifs sont constamment fixés, les suivis régulièrement opérés et donc la finalité ne peut être que prometteuse. Nous avons bon espoir parce que vous l'auriez constaté, toutes les prévisions ces dernières années, on arrive à les dépasser d'une certaine façon. Donc, en espérant cela, pourquoi ne pas se retrouver sous la barre des 800 milliards? Ce n'est pas tout clair. Et comme vous l'avez dit, sous la réserve, et en espérant que la situation se rétablisse au plus pressé. Ou que les régies soient encore plus performantes. Bien entendu, que, ce que nous faisons, que nous savons faire de bien, que nous continuons à le faire. Voilà. Nous allons passer au second sujet, un sujet qui mériterait qui mériterait plusieurs émissions, tant
tant il est passé souvent sous boisseau. On va parler de santé, de ces infections nosocomiales, autrement, ces maladies qu'on attrape dans les hôpitaux, ces infections qu'on attrape dans les hôpitaux, ça sort de l'entendement pour beaucoup de monde, puisque normalement on va dans les hôpitaux pour se faire soigner, mais il en arrive qu'on en ressorte infecté par des pathologies disons, qui prospèrent en milieu hospitalier, principalement à cause du manque d'hygiène qui peut être de mise parfois dans nos structures médicales. Alors, la Banque mondiale et l'ONG WaterAid ont sorti une étude il y a quelques jours qui font état de ce que ces infections nosocomiales coûtent la bagatelle de 8,4 milliards de dollars aux pays d'Afrique subsaharienne, avec des centaines de milliers de décès, principalement au Nigeria, au Malawi, en Éthiopie, en Zambie, au Ghana, au Mali. C'est une étude qui a été publiée ce dimanche 7 avril 2024. Et déjà, Sophonie Jette-Kobouré, je retourne à vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'on n'en parle assez, ou que les autorités publiques, en tout cas, que le commun des mortels a conscience de ce que c'est que ces infections, avant de parler même de l'impact et du coût financier? Alors, alors, je ne suis pas un professionnel de la santé, mais c'est pour la première fois que j'ai des éléments chiffrés sur ce sujet. C'est vrai qu'on sait que c'est quelque chose qui existe, qui est un vrai sujet, surtout en Afrique subsaharienne. Les infections nosocomiales, c'est-à-dire contractées dans les hôpitaux. Et là on a des chiffres, c'est très intéressant. C'est-à-dire que il faut bien que les gens, les téléspectateurs, se rendent compte de ce dont on parle. C'est des milliers de décès liés aux infections contractées dans les hôpitaux, c'est-à-dire à des endroits où, grosso modo, les gens ont subi des opérations, à des endroits où, ils ont subi, par exemple, des greffes ou en tout cas une intervention médicale, et qui après drainent d'autres infections et potentiellement aggravent l'état de santé du patient. Et je dois dire que j'ai fait l'année dernière une expérience dingue je ne vais pas citer l'hôpital, mais c'est dans le sud du Bénin et c'est dans le département de Koufou, mais je m'arrête là. Et je suis rentré dans l'hôpital et je voyais de l'eau stagnante dans les couloirs. Je dois dire que j'ai été profondément touché et j'ai rarement trouvé quelque chose de plus insalubre que ce coin, quoi. Et donc je me dis, alors là, les gens ne viennent pas se soigner, ils viennent récupérer des virus, des infections. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais qui mériterait attention, parce que, encore une fois, c'est des milliers de vies qui pourront être évitées en taclant le sujet, quoi. Et c'est une question d'hygiène dans nos hôpitaux. C'est absolument important. Alors, les patrons d'hôpitaux vous diront qu'ils ne cessent d'avoir des coupes budgétaires dans le budget et que c'est soit ils mettent l'accent sur du 100% hygiène et que après c'est des secrétaires en moins, c'est des blouses en moins pour les infirmières. Donc l'équation n'est pas si facile que ça. Moi je pense qu'il faut
porter, qu'il faut rajouter un point de PIB, supplémentaire dans notre système de santé. Parce que c'est aussi un enjeu financier, comme vous le dites. Dans le rapport que vous évoquez, c'est 8 milliards de dollars par an. Alors, le travail a été fait sur 7 pays. Il n'y a pas le Bénin dans ces pays-là, mais c'est quand même un point de PIB que chacun de ces États perd chaque année. Donc, en fait, vous voyez que les dépenses qu'on ne fait pas, en pensant que, oulala, ça va faire de la dépense budgétaire, on ne va pas vous donner les moyens. En fait, c'est de la dépense qu'on finit pas faire. Oui. Et parfois doublement. Et c'est surtout ça la question de santé, en fait. Hein. Même à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que quand vous avez un problème et que vous n'allez pas aller rapidement à l'hôpital, faire le diagnostic, etc., eh bien, il se trouve que quand vous allez à un stade où votre maladie est déjà avancée, eh ben, vous ne payez pas simplement les frais de consultation et de médicaments de prévention. Vous payez des opérations, des interventions, vous payez parfois beaucoup plus cher. Donc la santé a ceci que les coûts évités dans le court terme sont rattrapés à moyen long terme, mais avec un effet multiplicateur. Voilà. Julio Tometti, je l'évoquais tout à l'heure, ces infections sont dues principalement au manque de propreté, aux mesures d'hygiène inexistantes pendant les soins médicaux ou par exemple la période de convalescence et on va dire les départements qui sont le plus source de contamination sont les unités de soins intensifs, les services de néonatologie et les services de pédiatrie. Et vous savez, c'est quand même ahurissant de se rendre malade en se portant à l'hôpital. Vous allez pour une petite affection et vous en chopez une plus grande. Ça peut apparaître quelque peu, surréaliste. Hein. J'ai lu le rapport. On peut noter en fait un certain nombre d'éléments, un certain nombre de vérités qui ne devaient pas nous étonner. On dit par exemple dans le rapport que la moitié des hôpitaux africains n'a pas accès à l'eau ni aux toilettes. Et vous pouvez vous en rendre compte aisément dans nos et même quand les toilettes existent. Dans nos centres de santé. Quand les toilettes existent, elles constituent encore en fait une autre source de contagion en termes d'infection. Et donc, on dit, comme vous le disiez tantôt, comment on arrive à choper ces infections-là. Le rapport a fait état de 2 ou 3 éléments, les opérations de branchement, la pose de cathéter, on l'observe fréquemment chez nous, et notamment les maladies respiratoires. Et donc, lorsque ça met en fait beaucoup plus cela appelle à une plus grande responsabilité, en fait, des autorités sanitaires de certaines façons. Donc, nous avons, en fait, un système de santé, d'abord, qui n'arrive pas à véritablement nous soigner et qui constitue en même temps, pour nous, en fait, des sources d'autres maladies. Alors que nous disons tous les jours, en fait, en ce qui nous concerne dans nos régions, lorsque nous allons dans les zones rurales, que lorsque vous avez des affections, le mieux, c'est d'éviter ce qu'on appelle chez nous, ou bien ceux dont on est habitué, d'éviter l'automédication, et donc pour se rendre dans les centres de santé. Les centres de santé, vous savez aujourd'hui ce que ça sert avec ce qui vient d'être révélé. Je me demande en fait avec quel langage de sensibilisation, quel élément de langage nous pouvons véritablement sensibiliser les gens, véritablement. Mais moi, on peut se réjouir, on peut se réjouir. Ce n'est pas que, en fait, le rapport n'ayant pas cité énormément le Bénin, ce n'est pas que le Bénin est exempt complètement de ce que nous sommes. Même dans les pays européens. Dans ce que nous sommes en train de dire. Seulement que, en fait, c'est pour certains pays, c'est vraiment créa et c'est ce que le rapport a fait ressortir. Donc, tous autant que nous sommes en tant qu'État, toute la sous-saharienne, il y a à travailler véritablement
à davantage sécuriser en fait la santé. Et je pense autrement, hein, est-ce que peut-être c'est une déformation professionnelle quand je me rends dans un centre de santé et que il est établi véritablement que c'est dans ce centre de santé que j'ai chopé une infection, je me demande en termes de réparation quelle peut être la responsabilité en fait des propriétaires de ce centre de santé ou bien la responsabilité de l'État lorsqu'il s'agit des officines publiques. Comment véritablement faire? Je pense que c'est peut-être des réflexions qu'on peut avoir, mais en vérité, le problème se pose beaucoup plus dans les zones rurales que dans les centres urbains. Et donc, voilà la plus grande difficulté. L'intéressé ne sait même pas que telle affection, il a chopé à l'hôpital parce que tu vas pour aller te faire soigner une maladie. Tu vas juste même des fois pour te faire vacciner et tu reviens avec d'autres mots. C'est vraiment tellement préoccupant, c'est véritablement préoccupant, puisqu'il s'agit ici de questions d'hommes. Et en termes de conséquences, nous l'avons noté, on dit que ça génère près de 3 000 morts par an. En Afrique subsaharienne, 300 000 morts par an. En termes de coûts, on a les coûts directs pour le système de santé. On a la perte de productivité, parce que François Xavier nous ce que vous faites ici, en fait, quotidiennement, lorsque vous allez choper en fait de telles infections, ça peut vous immobiliser pendant combien de jours, on ne sait. Ce sont les morts prématurées, tout ce qui, l'espérance de vie, ça contribue à réduire quotidiennement ou annuellement notre espérance de vie, qui déjà reste très faible en Afrique. Et donc, pour moi, en fait, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est quand même heureux, en fait, que ces éléments d'analyse, que ces éléments de chiffres sortent pour véritablement mettre les États ou les gouvernants en face de leurs responsabilités. Parce qu'en vérité, la question de santé, on ne peut pas le traiter comme Jette Kobde le dit souvent en économie, de laisser nous débrouiller, non? C'est de la responsabilité exclusive de l'État. L'interventionnisme de l'État est plus que indispensable. De telle façon, on ne peut pas laisser gérer ça. Donc, l'État, pour moi, emporte toute la responsabilité en cette matière. Bon, Sophonie Jette Kobde, Julio Tometti vient de vous lancer une pique ou de jeter une pierre dans votre jardin. Le libéralisme, on va dire, s'arrête peut-être à la porte des hôpitaux. Ça, c'était pour la boutade, mais plus sérieusement... Non, restons sur ça. Si vous voulez, la question de la santé, c'est l'un des points où je ne sais pas, mon idée n'est pas encore faite totalement, si c'est mieux que ce soit une compétence de l'État ou, au fond, une compétence du privé. Parce que vous avez des pays où, en fait, c'est le privé qui porte l'essentiel de l'appareil sanitaire et ça fonctionne très bien. Les gens ne meurent pas. Ne meurent pas en Suisse, aux États-Unis, etc. Mais par exemple, oui, les gens meurent. Oui, les gens meurent en Suisse. Vous ne pouvez pas dire que les gens ne meurent pas en Suisse. Bon, ils ne sont pas immortels. Oui. Ce que je veux dire, c'est que les gens ne manquent pas de soins. Il y a moins de défaillances qu'ailleurs, c'est ça. Oui. Voilà, c'est-à-dire que, alors que l'appareil sanitaire est porté essentiellement par le privé. Alors la France a un autre modèle, c'est un modèle plutôt centralisé et étatique. Ça marche aussi. Donc, je pense que ça dépend aussi de l'histoire des pays. Quand un pays a été forgé par son État, ce qui est quand même le cas du Bénin. Oui. Le Bénin est une création de l'État. C'est-à-dire que c'est une collection de royaumes confinés dans un espace géographique et qui donne le pays que nous appelons le Bénin aujourd'hui. Et donc, le Bénin a été incarné, a été la réalité béninoise. A été développé par l'État et en ce sens on a une tradition, n'est-ce pas, je dirais de jacobinisme, quoi. C'est-à-dire que l'État centralisateur et qui s'investit dans la vie de ses citoyens. Oui. Donc oui, bon,
je n'ai pas d'a priori sur le sujet, M. Tovetti. Mais je reste avec vous quand même par rapport à cette problématique que nous venons d'évoquer. Est-ce qu'on pourrait mettre en avant également la dernière décision de l'autorité de régulation de la santé qui a mis en place à fin mars le 29 un dispositif pour la sécurité des patients dans les établissements sanitaires du Bénin avec un numéro vert qui leur permet de se plaindre de la qualité des soins reçus. Donc on peut supposer également que, disons, la propriété des lieux, en tout cas, c'est l'autorité de régulation s'ouvre quand même aux populations pour qu'on puisse remonter les défaillances ici et là, aussi bien dans la qualité des soins que dans la gestion des structures sanitaires. Oui, je pense que ça peut faire partie de l'arsenal d'outils qui permet d'adresser ce sujet. Après, il faudra concrètement évaluer, voir combien de plaintes ont été remontées, quel est le délai de résolution des incidents remontés, concrètement, qu'est-ce que ça donne. Donc, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Mais oui, sur le principe, forcément, ça doit faire partie de l'arsenal. Mais enfin, ce qui doit faire partie surtout de l'arsenal, c'est quand même la stratégie du secteur de la santé au Bénin. Depuis des décennies, le secteur a adopté la participation communautaire, c'est-à-dire au fonctionnement des établissements publics de soins au Bénin. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie parce que ça répond à un grand principe libéral qui s'appelle la subsidiarité, c'est-à-dire ce qui peut être fait à la paroisse doit être fait à la paroisse et n'est pas obligé d'être remonté jusqu'au Vatican. Donc, c'est le principe de la subsidiarité que l'Église catholique a inventé depuis des centaines, depuis des siècles. Donc, ce principe-là, je pense qu'il faut continuer à l'adopter. Après, il faut voir comment on fait participer les communautés pour qu'elles prennent une part active dans la réduction des risques, quoi. Concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que assumons la subsidiarité, assumons cette sorte de décentralisation. Assumons-le et donnons les moyens de la politique en question. Mais un entre-deux où c'est quand même, il faut attendre des ordres depuis Cotonou, alors qu'on vous dit sur papier que bon, c'est à votre charge. Donc, cette espèce d'entre-deux qui est souvent remontée par les acteurs, en fait. Je n'ai jamais travaillé dans le secteur de la santé, mais c'est des choses qui sont remontées. Et je pense que là aussi, il faut qu'on assume totalement. Parce que, rappelons quelques chiffres. Encore une fois, sur les infections nosocomiales, c'est la 3e cause de mortalité maternelle en Afrique. Hein. C'est la 2e cause de mortalité néonatale précoce. Et c'est la 1re cause de morbidité post-opératoire. Oui. Donc, les chiffres sont quand même très alarmants. Au Bénin, il y a une enquête qui a été menée sur 87. Ça veut dire quoi concrètement? Post-opératoire, ça veut dire que les blocs ne sont pas bien nettoyés après les opérations? Exactement. Tout à fait. Et c'est un chiffre que le ministre de la Santé lui-même avait avancé, hein, qui lui est un top professionnel du secteur. Et d'ailleurs, il avait avancé qu'au Bénin, il avait fait mener une enquête dans 87% des hôpitaux et que la prévalence des infections nosocomiales était de 19%. C'est-à-dire que c'est quand même un phénomène important dans notre pays. Donc, il est temps, il n'est pas trop tôt, quoi, hein, d'agir. Voilà. Pour finir, je voudrais peut-être revenir. J'ai noté un élément très bien dans, les éléments avancés par Gilles Koboudé.
de la responsabilité des communautés à prendre une part active dans la réduction des risques de ces risques d'infection-là. Vous savez, vous l'auriez noté, il y a en fait un certain nombre de sommes de comportements ou d'attitudes que nous devons peut-être apprendre à changer. C'est vrai que c'est culturel, mais le risque étant, en fait, il faut le minimiser. Vous savez, quand vous allez dans nos hôpitaux, notamment publics, je veux parler d'abord de la question des visites. Hein, vous êtes dans une peut-être 2 mètres ou 3 mètres sur 5, 5 lits de patients, et pour chaque patient, vous avez en moyenne 2 ou 3 visiteurs, comment les appelle déjà, garde malade. D'autres qui dorment même d'autres qui dorment là. Vous voyez, pour une personne, vous voyez presque toute la famille. Alors qu'il y a ce qu'on appelle, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure, les maladies respiratoires ou les infections respiratoires. Et donc, plus vous êtes en fait en masse importante dans un enclos pas bien aéré, très vite, vous pouvez en fait vous transmettre des infections. C'est pourquoi en fait, moi je me pose toujours la question de savoir, quand vous allez dans les hôpitaux, regardez comment les soignants circulent. Ils ont des gants, ils ont des chaussettes, la tête est couverte. Mais que font les visiteurs, les malades et les visiteurs, comment sont-ils d'une certaine façon? Ça veut dire parce qu'ils savent en fait que c'est un lieu, excusez-moi de le dire comme ça, de promenade en fait de toutes sortes d'infections. Donc vous pouvez choper toutes sortes d'informations à n'importe quel moment. Je dis même que peut-être notre corps, même en tant peut-être africain, résiste beaucoup à beaucoup d'infections. C'est pourquoi peut-être ces chiffres-là, sinon peut-être ça aurait été plus dramatique que ça. Maintenant, toujours dans le comportement, à part la question de visite. Je prends l'exemple, lorsque vous avez dans un centre de santé comme le CNHU, et donc peut-être ça a un corollaire. Les populations même sont sources en fait de malpropreté. Vous voyez, il y en a d'autres carrément qui viennent installer en fait tout leur ménage, et ils font la cuisine, ils ont leur tout, ils ont tout, les enfants sont là, c'est là, ils mangent, donc le papa est interné pendant 2 semaines, tout le monde est là d'une certaine façon. Et nos comportements, en fait, que nous amenons dans les centres de santé, avec déjà ce qui est là en termes de batterie, lorsque on met tout ensemble, c'est-à-dire c'est un risque permanent. Donc pour dire désormais, moi, en fait, ça commence à me traverser l'esprit de dire, lorsque je rentre dans une unité sanitaire, c'est que je suis propice en fait à me choper une infection. Donc mon temps en fait d'aller ou de tout là où ce n'est que lorsque c'est véritablement indispensable. C'est pourquoi je parle d'une question de culture française avec nous. Le jour peut-être, vous serez peut-être, je ne dis pas vous, une personne, il s'est interdit, dont vous êtes ami, et qu'il ne vient pas vous voir pendant une semaine où vous êtes interné, on trouve que non, lui n'est pas un bon ami parce qu'il n'est pas venu vous rendre visite. Alors que véritablement, là où il pourrait vous être utile, serait bien ailleurs. Voilà, merci. Merci Julio Tometi. Je rappelle que vous êtes juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. Et depuis Paris, Sophonie Jad Kabouré, économiste, DG du think tank l'Afrique des idées. Merci de nous avoir rejoints pour ces échanges de content pour Ça se discute le grand soir, de ce lundi 8 avril 2024. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.